Convention de mandat de maîtrise d'ouvrage de l'État à la commune de Bézan-du-Toul. C'est-à-dire que l'État qui avait donné le mandat au département à l'époque pour pouvoir faire l'échangeur de l'Aiguebel à Salvetat, l'État nous donne donc le mandat à la commune de Bézan-du-Toul. C'est exactement la même chose. Quand l'État avait donné à l'époque le mandat au département, maintenant il donne à la commune. S'il n'y a pas de questions, de toute façon, qui est contre moi, si j'ai une question, là cette fois-ci très technique. Dans cette, alors, sur cette délégation, on a un paquet de documents assez colossaux, avec des redondances, avec des choses qui sont assez difficiles à expliquer. Donc, bon, j'ai pas trouvé le prix. J'ai trouvé des tarifs, mais j'ai pas trouvé le prix que la commune va payer pour réaliser cet échangeur sur la route nationale. Donc, je rappelle quand même pour le public qu'il s'agit d'autoriser la commune à réaliser des travaux routiers sur une route nationale à la place de l'État et de financer ces travaux. C'est-à-dire, c'est dans le protocole réalisé avec une banque et c'est dans le coût de l'opération que déjà la somme, quand on parle de 12 millions de travaux, c'est la somme d'échangeurs prévue. Nous avons acheté à l'époque, excusez-moi, nous avons acheté des terrains qui manquaient à l'État, sachant que l'État est propriétaire des terrains entre, on pourrait dire, le rond-point qui sera en bas de la Salvetat et celui existant à l'Aiguebel. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État nous rétrocédera ces terrains pour qu'on réalise la route. Donc alors ça me permet de recoller les éléments qui manquaient au puzzle. Donc l'État va céder, j'imagine, vous ne l'avez pas dit, mais j'imagine que c'est une cession à titre gratuit. Je le suppose. Ah, donc on reste sur l'incertitude quand on prie. Non mais je ne sais pas. C'est conçu comme un département, et c'est renouvelé comme ça. D'accord. Non mais c'est pas écrit, donc je pose la question. Donc en fait, on s'engage à hauteur de 1,6 million d'euros sur cette phase de travaux. D'après ce que j'ai cru comprendre dans les tableaux de chiffres que nous avons venus récemment. C'est une annexe, oui, exactement. Une annexe. Ben oui, non mais attendez, c'est sérieux, hein. Ah oui, c'est sérieux. C'est pas sur un mot de papier. Je peux vous sortir des pages en double dans cette annexe, donc c'est sérieux. C'est parce que certaines personnes on le met en double. Monsieur le fois. Donc si on n'a pas bien compris. Non, mais moi je rigole pas parce que là, c'est sérieux. On parlait tout à l'heure de 5,4 millions d'euros, là on parle de 1,6 million d'euros. Compris, Non. Non, c'est pas compris. Attendez. Moi, je l'ai épluché. Pour moi, c'est très clair que c'est pas compris. Dans la convention avec Unibail, je vois nulle part apparaître la mention des travaux d'une route nationale. C'est l'échangeur, c'est pas une route nationale. C'est l'échangeur sur une route nationale. Mais c'est pas sur la route nationale. Comment ça, c'est pas sur l'échangeur, c'est sur des terrains d'État et des terrains achetés par le SIDEX qui vont se raccorder à la route nationale. Mais l'échangeur ne sera pas national, ça sera pas une route nationale. Bah, attendez, dans ce cas-là, pourquoi l'État... Ça sera la route départementale, quand ce sera fini, qui ira se raccorder à la voie. Expliquez-moi, monsieur Nicolas, pourquoi l'État délègue la compétence de ces travaux, si ce n'est pas une route nationale? Parce que l'État, à l'époque, déjà, quand ça avait été envisagé, avait conçu aussi qu'il préférait ne pas mettre d'argent, mais surtout aussi pour qu'il y ait une continuité dans les travaux et qu'il puisse y avoir, si vous voulez, des économies d'échelle en lançant les travaux sur l'ensemble. Soyons sérieux, on parle d'un échangeur, d'un rond-point d'accès à une route nationale de Non, c'est pas seulement un rond-point. De raccordement entre une route nationale de fois de voie et un rond-point de bretelles. On est bien sur des travaux de compétence nationale. Ah ben, dans ce cas-là, si ce n'est pas la compétence nationale, pourquoi faut-il une délégation de compétences? C'est parce qu'on va travailler sur des terrains de l'État.
Aujourd'hui, parce que l'État avait acheté une emprise tellement importante, Bon, il avait acheté une emprise importante, et à ce moment-là, avec son emprise-là, on pourrait travailler. c'est bien nous qui payons. Ça, c'est le C'est cirque habituel. dans les 12 millions que sont C'est nous la commune. Hein. Voilà. C'est la commune qui paye en travaux. Et non, c'est dans les 12 millions c'est dans les 12 millions que sont prévus. C'est tout. Bon, de toute façon, on va qui est contre. C'est le conseil général Je précise quand même que vous venez d'affirmer trois fois effectivement que ce financement est intégré dans Oui. le protocole avec Oui. l'IBAI, dans les 12 millions d'euros Je du protocole avec certifie. l'IBAI. Je certifie. C'est noté. Nous passons au vote qui est contre. Contre. Je vous remercie. Alors, et puis un dernier protocole d'accord avec le PPCE et la ville de Pézannes-du-Touche. Je vous en ai donné les grandes lignes tout à l'heure, à savoir c'est en particulier la maison ITA qui serait aménagée en maison de l'image et du son, qui sera par une fondation structurée. Par le plus petit bout, nous sommes quand même sur la base de 3 millions d'euros que investira sur un fonds de fondation dans ce domaine-là, que ce but, cet espace va être, c'est un accord avec la métropole que nous le ferons, cet espace qui s'inscrit en articulation et en synergie d'un réseau d'établissement existant avec la Cinémathèque de Toulouse, l'École supérieure d'audiovisuel, l'Université Toulouse 2 de Mirail, pour devenir une plateforme d'échange de création. Ce lieu sera également en lien avec le contexte cinématographique du centre commercial. Ensuite, il y a donc la ville et le porteur de projet souhaitent que les conventions soient signées entre l'opérateur de cinéma et l'association française. Ça aussi, ça viendra par la suite. Il y a les 2 millions, les 4 millions et 89 000 qui devaient nous donner à la moitié des fondations. Et bien là, ils vont en donner la moitié dès le démarrage des travaux, l'autre moitié à moment des fondations. Il y a encore, vous voyez, je vais me perdre dans mon. Il y a tellement de dossiers, vous avez tellement de pages, vous avez même à s'y perdre. Mais je l'ai dit tout à l'heure, non, ça n'est bien pour la commune. Tu maîtrises quoi? Oui, pour des questions. Alors, je suis désolé, je monopolise un peu la parole, mais je fais ce que je peux. Hein. Dans la convention, sur la page 2, dans le premier paragraphe, je lis qu'un engagement unilatéral de PCE a été signé entre les parties en juillet 2011, prévoyant, etc. Cet engagement, est-ce qu'il nous a été communiqué? Je ne me souviens pas avoir lu cet engagement. C'est le SIDEX qui l'a édité, c'est le dossier du SIDEX. C'est l'engagement qui a été pris à ce moment-là, c'était avec le SIDEX, c'est-à-dire avec les communes de la Salle-d'État et les communes de Fonson. Ces 3 communes avaient signé ce protocole. Ce serait possible d'avoir les termes de cet engagement? Sans aucun problème. D'accord, merci. Toujours dans le même point, en bas, donc dans le cadre de cette négociation, la ville donc, propose de prendre en charge les études non réalisées à ce jour, enquête publique sur l'eau, procédure de chef bureau d'études, d'entreprise, suivi de travaux de voirie. Donc on est bien sur les engagements financiers de la commune, on l'a déjà dit tout à l'heure. Moi je voudrais simplement faire remarquer que on est donc à 6,2 millions d'euros. Je rajoute les frais dont on a parlé tout à l'heure, on était à 5,4 millions d'euros. Maintenant on rajoute les frais dont on vient de parler ici. De 7%. Excusez-moi. C'est là, je crois que de là, la mauvaise volonté. Non. Ou alors il faut aussi. C'est écrit. En outre, PCE prendra à sa charge, et selon les modalités conclues conjointement, tous les frais exposés par la ville au titre de la convention du monument de maîtrise d'ouvrage, on va parler de tous les travaux de maîtrise d'ouvrage, j'ai bien lu ça. conclus avec le département, ces frais de 7% du montant total des travaux. C'est pour ça que dans les documents que nous avons signés, ils vont s'engager à payer 840 000 euros pour payer tous ces frais-là. C'est-à-dire que quand nous, plaisance, nous ferons en dehors du dossier de notre plan de planification quand nous aurons
à débourser par rapport au bureau d'études associé à cela, c'est Unibail pour pouvoir attendre ce que le versera. D'accord, alors je comprends donc ce que vous venez de nous expliquer, mais dans ce cas-là, permettez-moi de vous préciser que vous auriez peut-être dû faire lire ce document à un juriste, parce que quand je lis « La ville proposera de prendre en charge l'ensemble des études réalisées, etc. », moi je l'interprète comme une prise en charge. Oui, c'est marqué. Mais pas financièrement. Bah, la prise en charge pour réaliser les choses. Mais financièrement, faut le dire, c'est une parce que si vous ne le dites pas, c'est une prise en charge, c'est évident, c'est financier. Vous avez dans notre voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mal interprété, monsieur le maire. En outre, que prendre à sa charge sur les modalités, c'est que le système c'est PCE qui le prend en charge. Oui, mais en dessous, c'est marqué la commune va prendre en charge. Donc faites attention juridiquement. C'est-à-dire que Unibail ne peut pas construire la route. Donc c'est la mairie qui se substitue au conseil départemental qui va être mandaté pour construire cette route avec les bureaux d'études et tout qui sont nécessaires pour la DMI, qui sont par les Toulouse. Non, pas de souci. J'ai bien compris votre explication, je la comprends, mais je vous dis simplement que la rédaction est tendancieuse et qu'elle pourrait engager la commune financièrement si on était un peu tordu. Et les juristes le sont souvent. Page 4. Alors, on va parler de culture, ça va nous changer et au moins pour passer à des choses plus agréables. Donc, je lis, je ne vais pas tout relire, c'est pas. Il est exposé le souhait d'une convention entre le futur opérateur de cinéma et l'association Écran 7. Hein, il est exposé le souhait. Bon, pour moi, le souhait, c'est pas un engagement. On n'a pas prévu de conditions de réalisation, de conditions au cas où ça ne pourrait pas se réaliser. Donc qu'est-ce qui va se passer si on ne peut pas trouver d'accord entre l'opérateur et l'association Écran 7? Je pose la question parce que en discutant avec les professionnels du cinéma, ils sont très dubitatifs sur le fait qu'un promoteur, un industriel du cinéma qui est porteur d'un complexe de 10 salles soit capable d'accepter des conventions avec un concurrent financé par subvention par la commune, avec des tarifs qui sont plus bas donc voilà, moi je ne suis pas un professionnel du cinéma et de la culture, donc je me demande, est-ce qu'on abordait de ce point de vue-là la situation si les conventions ou les accords ne pouvaient pas se faire? Qu'est-ce qui va se passer en clair? Alors, je pourrais vous répondre très clairement aussi, c'est que pour qu'il y ait des salles de cinéma, il y aurait une CDAC. Oui. Bon. Et je ne signerai, moi, la CDAC que lorsque l'accord sera trouvé entre Écran 7 et la société qui viendra, le distributeur qui viendra là. Mais attendez, vous me posez cette question, vous savez, vous, pertinemment, vous savez, qu'il y a un dossier sur Fontenay avec des studios, qui étaient des studios sur Cugnot, avec les salles toutes prêtes et tout sur Fontenay, par un opérateur, 12 ou 14 salles, à Fontenay, pour ça que Fontenay est le chassé contre, parce qu'ils voulaient les mettre là-bas, et là je savais, avec deux ou trois présidents, parce que c'est depuis 4-5 ans qu'existe ce dossier, et qui voulaient déposer maintenant. Et ce qu'on sait, c'est que là, par contre, ils coulaient les cancers, parce qu'il n'y a rien à foutre des cancers. Oui, alors, je suis désolé, mais depuis cette annonce que vous nous avez faite, j'ai pris contact, effectivement, et je ne suis pas sans savoir, effectivement, que les élus par là savent très bien que ce projet, il ne se fera pas, parce que les conditions ne sont pas réalisées pour le faire. Vous rapportez à ce projet à Fontenay de complexe 14 salles qui avait été plus ou moins annoncé à un moment donné. Moi, je vous renverrai aussi à un projet de super centre d'industrie du cinéma à Francazal qui nous avait été annoncé. Des projets comme ça, on peut en annoncer quand on veut. La réalité aujourd'hui, c'est qu'à Fontenay, il n'y a pas de dossier. Aujourd'hui, il n'y a pas de dossier. On n'a pas de concurrence à Fontenay. Les terrains ont été achetés pour être. Mais que les terrains soient achetés, c'est une chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a un opérateur qui est capable de trouver sa clientèle et de trouver son public pour 14 salles à Fontenay. Il se peut très bien que les opérateurs qui étaient sur Francazal
en gros, soient les mêmes Non, que mais sur Fontenille. dans les deux opérations, c'est du flanc, vous le savez très bien. Mais non, mais on sait que le flanc, on sait que c'est comme ceux qui proposaient de faire un golf, n'importe où, et qui après faisaient des lotissements. Là, le truc des studios, c'était du flanc, il n'y aurait jamais de studio. Vous Alors avez même que, à Paris, d'installer un Besson qui avait fait. alors que d'installer un complexe à la porte de Toulouse sur le plateau de la ville, là c'est pas du flanc. Et effectivement, c'est une concurrence qui va être très difficile à supporter pour notre cinéma de plaisance. Moi, c'est ce que je considère. Je veux dire, à Fontenille, les cinémas, ils voulaient les faire. On n'aurait pas eu les studios, les cinémas, ils voulaient les faire. Ils sont pas. Mais on y aurait été là-bas, on serait passé encore qu'on va à Blagnac, qu'on va à Mais non, mais les Toulousains, ils vont pas aller à Fontenille pour aller au cinéma. Ils ont déjà des complexes, ils en ont un à Blagnac, ils en ont un. Ils viennent bien à Plaisance, ceux de Fontenille et tout ça. Parce que le gros, l'essentiel dans le Plaisance, c'est tout le bassin de Saint-Lys, de Fontenille, de la Salvetat, de Fonsorbetour, qui sont les gros clients de Plaisance du Toulouse. Donc, à la limite, pour eux, pour ce bassin de vie, qui a de 50 000 habitants, ou millions, ça y est, si vous pouvez l'avoir plus proche, il serait encore mieux. Bon. Donc, Vous avez répondu, on a donné notre liste. Okay. Juste une chose aussi, dans les engagements qui sont quand même des engagements qui sont très impactants pour la commune et pour les opérateurs sur la commune, je n'y vois aucune date de réalisation ou d'obsolescence. Ça veut dire que c'est un engagement qui court ad vitam. Donc là aussi, c'est quelque chose qui me paraît... c'est dans l'année, ouverture dans l'année qui suit l'ouverture du centre commercial. C'est pas marqué. Au plus tard. Vous l'avez Au plus tard. Au plus tard. C'est pas Pour marqué la dans la habitat. convention. Je n'avais pas vu dans la convention. Alors, ville et PSE, afin de déterminer la manière dont l'opération sera réalisée, cet équipement devra ouvrir au plus tard dans l'année qui suivra l'ouverture du centre commercial. C'est où ça? C'est la dernière page, en haut. Avant, il y a écrit la médiathèque. Oui, mais ça, c'est la maison de l'image et du son. Hein. Oui, oui. Ouais, moi, je suis pas en train de parler de ça. Moi, je parle du complexe cinéma. Vous avez aussi ailleurs que si le complexe de cinéma ne pouvait pas se faire, il faudrait automatiquement qu'il s'engage à avoir un projet culturel et en direction de la jeunesse. Oui, ça, j'ai vu, oui. Au conditionnel, en plus. Hein. Non, c'est pas des conditionnels, si. c'est un engagement truc. Si, si. C'est marqué au conditionnel dans le dossier. Vous serez content s'il n'y avait pas de cinéma, très bien. Mais par contre, le cinéma, l'objectif, c'est, on a dit, un cinéma qui s'aide, mais c'est surtout avec la médiathèque départementale, puisque ça c'est une volonté du président du conseil départemental, d'avoir à côté de la médiathèque qui est à l'est, la médiathèque départementale qui est à l'est de Toulouse, à la Belge, d'avoir un pôle qui lui est payé encore par le promoteur privé, mais qui sera une médiathèque départementale, qui sera à ce moment-là à l'ouest, et à ce moment-là, le département couvrira l'ensemble de la métropole en termes de médiathèque et de réseau vis-à-vis de nos communes. C'est ça qui est important. Moi, je rebondis sur ce que vous venez de dire, parce que justement, c'était l'objet de la question suivante. Là, on passe donc pour le cinéma, donc c'est clair que il n'y a pas d'engagement. Hein. L'engagement, il est sur la maison de l'image et du son. Il ne peut pas y avoir un engagement des fermes et des politiques, puisque là, ça dépend du CDAC. Voilà. Mais on pourrait dater ça. On pourrait le conditionner à une. C'est prévu qu'ils vont déposer le dossier. De façon, je vous le signale. Après, sur la maison de l'image et du son, j'ai compris que c'est la maison de guitare qui est fléchée pour cet équipement. L'engagement financier sur la rénovation de l'équipement, qui le prend? Ah ben c'est eux. C'est en fait, ils auront une fondation. Ah. Et ils auront, je crois que la fondation, c'était pour... voilà. C'est la fondation pour la maison de guitare qui fera l'opération. Là, ils auront l'opération. Donc vous utilisez le même terme, la même somme d'argent à droite et à gauche pour justifier... Il y a le fonds de notation qui est différent. C'est le fonds de notation qui est une chose. Et par contre, vous avez la fondation qui c'est une fondation. C'est-à-dire il y a des entreprises qui ont des fondations et qui à ce moment-là réalisent ce qui fait Vuitton ou n'importe quoi à Paris. Et là, il y a quelqu'un qui aura intérêt
à que ça soit, parce que ce sera un grand groupe, qui aura intérêt à que ça soit une bonne réalité. Ce serait bien de le faire marquer aussi, que l'opérateur s'engage, parce que pour l'instant, PCE accompagnera la ville pour la réalisation de... Dans le cadre de sa passation des marchés privés de travaux du centre commercial, l'entreprise attributaire des gros œuvres de clos couvert s'engagera à réaliser, par l'intermédiaire de sa fondation de réhabilitation des bâtiments anciens, la restructuration de la maison, de l'image et du sol. Oui, mais s'engagera, comme tout à l'heure c'était une charge, un engagement qui n'était pas financier, on pourrait dire à contrario, mais si on n'est pas engagé financièrement. Mais bon, non, c'était pour plaisanter. Enfin, pour vous montrer les contradictions qu'il y a dans ce document au niveau juridique. La médiathèque. Oui, pardon, vas-y. Qu'est-ce qu'il y aura dans cette maison d'image et du centre? J'en ai dit deux mots. En fait, c'est en relation. En fait, si nous avons la médiathèque là-haut, c'est une réflexion que j'ai eue à un moment donné, si nous avons la médiathèque là-haut, si nous avons les salles de cinéma là-haut, avec les concepts en bas, nous allons accueillir depuis cette année, au mois de septembre, octobre, septembre, le Festival international du film historique, qui va être important. Et donc, avec l'accord de la métropole, il y avait une maison qui était plus importante, une maison de l'image du son qui était prévue sur Toulouse. Nous avons l'accord de la métropole pour pouvoir la réaliser sur Plaisance, afin qu'en relation avec l'université, les différentes, la cinémathèque, l'école supérieure d'audiovisuel, etc., nous ayons un lieu de création par rapport à l'image et aux nouvelles technologies, un lieu de création où il y aura des gens qui viendront donc à ce niveau-là. Ce ne sera pas forcément quelque chose de l'année. Ce sera réellement des lieux, on pourrait dire, de technique pour les professionnels dans ce domaine-là. Alors, avant-dernière question, donc vous mentionnez la métropole, donc il y avait un projet de maison de l'image et du son qui aurait, donc je suis en train de chercher l'endroit où c'était marqué. Bon, enfin, donc il n'y avait pas. C'était M. Cohen qui avait un projet, oui, qui a été un projet très important, qui a été annulé par le nouveau maire, oui, dans la mesure où il y a une fondation qui va le payer. En plus, le maire je ne suis pas isolé, vous voyez, je ne suis pas isolé ce matin, le conseil départemental, je ne suis pas isolé avec la ville de Toulouse, qui est prête à aider la ville de Plaisance. alors justement, dans cette c'était opération-là. l'objet de ma question. Puisque vous dites que la ville de Toulouse, je croyais que c'était la métropole, La métropole. c'est la métropole qui est prête à s'engager pour aider la ville de Plaisance. Moralement. Ah, moralement. Mais c'est important quand même. Oui, Si vous savez, quand on vous dit que vous êtes toujours quelqu'un de seul, vous aimeriez avoir quelques contacts pour sentir un peu le moral pour remonter. Et moi, j'ai le moral qui remonte. Pour sortir de la sécurité, il n'y a rien de plus agréable que d'avoir un subventionnement de la commune de métropole d'Apollon. Mais vous savez que par contre, j'ai obtenu quand même, il y a peu de temps, 10 millions de plus pour les transports en commun avec les départements. Voilà, au passage, Oui, non, mais il y a 15 jours que j'ai obtenu. j'ai acté tout à l'heure de cet engagement, enfin cette proposition plutôt du département. Effectivement, c'est une nouvelle extrêmement positive. Et je répète encore une fois, je suis véritablement favorable. Et d'ailleurs, j'ai trouvé assez cocasse que le maire de Toulouse renchérisse en demandant 385 millions d'euros. Donc je reviens sur ma dernière question par rapport à la médiathèque maintenant. Donc on envisage d'avoir une médiathèque, ce que vous avez appelé la grande médiathèque sur le projet là-haut, et ensuite, et en même temps, une petite médiathèque en centre-ville, si j'ai bien compris. Oui. D'accord. D'ailleurs, je m'entends, c'est que nous avons un projet, Oui. de pouvoir agrandir la bibliothèque et en même temps de pouvoir apporter un certain nombre de services numériques sur Plaisance. D'ailleurs, qui pourront être. D'ailleurs, c'est pour ça que ça, c'est là, vous le savez, je l'avais dit, qu'on avait été voir monsieur le directeur, on avait été voir la directrice de la médiathèque de Toulouse, pour savoir si on ne pouvait pas se connecter
avec eux. C'est eux qui m'ont dit, attendez, le conseil départemental, et j'ai compris pourquoi Eric proposait ça, la médiathèque départementale est bien plus à l'avance que nous bricolons, parce que en gros, nous avons notre médiathèque qui est accordée aux différentes bibliothèques de la ville, mais nous n'avons même pas les moyens de raconter, du moins, de bricoler pour raconter avec grandes villes de la métropole. Donc, lui, on m'a fait comprendre que finalement, le conseil départemental était très en avance et que même les sculpteurs et les familles de se rapprocher à la médiathèque de Toulouse, à la médiathèque départementale. Donc, le but, ça sera d'avoir quand même pour les personnes qui ne pourront pas avoir des activités, pour les enseignants, pour les élèves, les primaires, etc., pour avoir un outil sur place. C'est effectivement comme but. C'est aussi, dans les lieux des PCD, c'est de mettre un réseau à partir de médiathèque, des PCD, pour qu'à ce moment-là, il y ait des outils numériques dans les écoles, dans toutes les écoles. Ouais, J'en ai parlé hier, et ça c'est facile à faire. oui, d'accord. En fait, c'est une médiathèque, c'est le point d'accès à Internet et au contenu Internet. Mais c'est pas C'est parfait. Ok. Donc, si vous avez d'autres questions, vous passez au vote. Je vais poser une petite question qui n'a rien à voir. La maison Pirlo, oui, de quoi je veux parler, c'est l'ancienne. Oui. Ça a été détruit complètement. C'est pas hors du jour, si vous permettez. Quand on parlait de culture, je me disais, c'était pas très loin de la bibliothèque. Non, c'est prévu de. J'aime pas le football. On parlera dans le C'est culturel. C'est C'était pour savoir plus ou moins ce que ça allait devenir. Esthétiquement, c'est pas mal. Depuis 12 ans, je prends chaque jour après chaque jour. Je vous ai dit que je ne lâcherai rien. Je ne lâche rien. Et Plaisance se construit. Ça a une certaine allure, peut-être que c'est en ce moment, alors peut-être que ça peut vous donner. Ne l'inquiétez pas. Ne l'inquiétez pas. Ok, nous passons au vote. Attendez, non, moi j'ai. Alors peut-être que moi, je sais que vous n'avez pas répété, mais elle a été chiffrée à 3 millions d'euros la restructuration de la maison d'Itar, c'est bien ce que j'ai entendu. C'est ça 3 millions d'euros de travaux. 3 millions d'euros de travaux. 2 fois. Financé par. La fondation. Et j'adore l'entendre. Ça mérite un sketch. Bon, nous passons au qui est contre. Vous êtes contre tout. Je sais que depuis il est toujours. Ok. Alors après, nous passons à notre point. Donc, dissolution du syndicat personnel pour le transport des personnes âgées en Haute-Garonne. Le CIPA, puisque le conseil général n'a pas perdu sa compétence au transport. Donc, il faut remettre, il y avait une nouvelle règle, il faut remettre une structure en place. C'est un cours pour nous mettre une nouvelle structure en place. Mais je pense qu'on ne peut pas être contre le fait qu'il y ait des structures qui se mettent en place dans le cadre pour le transport des personnes âgées. Juste, c'était une petite remarque pour changer un peu sur ce sujet. Pour une fois qu'on prend des décisions qui vont dans le sens de la réduction de l'épaisseur du feuille administratif. Bon, tout le monde est d'accord? Tout le monde? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Demande de réalisation de diagnostic énergétique au syndicat départemental d'énergie de Haute-Garonne. Là aussi, c'est une bonne solution. Monsieur Thomas, pourriez-vous nous en parler de la réalisation de diagnostic énergétique sur nos bâtiments, principaux bâtiments, et combien ça nous coûterait? Voici. C'est le SDEC qui va. Ah bon. Mais c'est. Ah ben c'est chaud alors, vas-y chaud. Ah c'est chaud. Excusez-moi. Ça, je dois toujours l'électrique. Je dois toujours l'électrique, c'est fort. Mais par contre, l'électrique est sur suspension. Et ça reviendra à 200 € par bâtiment. Vous vous rendez compte que le diagnostic vaut 200 € par bâtiment. C'est bien subventionné.
j'applaudis de demain, parce que ça fait longtemps qu'on m'a dit qu'effectivement, le diagnostic énergétique des bâtiments communaux, c'est quelque chose de nécessaire. Là, on peut bénéficier d'une subvention, on peut bénéficier des compétences. Donc allons-y à fond et ne nous différons pas. Un groupe scolaire Prévert, Carbomar, trois pommes, le Todé, le Blé, Sine Monestier, Seul-Blanc, Maurice-Port, Gymnase Pagnol, groupe scolaire Rivière, Village de Verne, groupe scolaire Pagnol, Gymnase Pagnol, et puis ça c'est tout le groupe bâtiment. Tu vois que ça représente 7% de salaire. Vous êtes d'accord? Ah oui, ce sera vite gagné. Hein. Ouais, je suis d'accord. Octroi de subvention exceptionnelle à l'association de la fanfare municipale pour l'achat d'une nouvelle tenue. C'est vrai que la fanfare, on l'envoie avec cette tenue. Excusez-moi, il y a 27 ans que je suis maire. Il y a 27 ans qu'ils ont cette tenue. Il me dit qu'on pourrait quand même peut-être changer un peu de tenue. Bon, je ne sais pas quelle va être la nouvelle tenue. Mais ils sont sur une base à peu près de presque 5 000 € de coût. Ils nous demandent une participation. Donc je vous propose 5 000 € de subvention, sachant que quand même la fanfare, je suis toujours dans des bons coups pour aider la commune aussi. Je n'ai pas d'objection particulière, mais je trouve quand même que c'est souvent revenu quand même les subventions exceptionnelles aux associations. Alors j'ai peur que ça fasse un peu tache d'huile. J'ai rien contre de subventionner les associations, bien sûr. Mais je veux dire qu'à partir du moment, à chaque conseil municipal, la dernière fois c'était pour le ring des emplois, maintenant c'est pour la fanfare. Donc à chaque conseil municipal, on octroie une subvention exceptionnelle. Excusez-moi, vous avez dans le budget, M. Guirania pourrait vous le dire, il y a une part qui est réservée des subventions exceptionnelles. Parce que là, bon, ça ne se fait pas tous les ans. Là, on ne va pas leur changer les avis tous les ans. Donc c'est exceptionnel. D'accord, mais comment on va motiver les prochaines demandes des autres associations qui vont nous dire vous avez déjà accordé des subventions exceptionnelles, pourquoi pas nous quoi. Mais quel l'intérêt de la commune? Qu'est-ce que ça apporte à la commune? Parce qu'il y a des dossiers qui peuvent être pris directement par la commune et d'autres par la fondation. Pas la fondation. On n'est pas arrivé à vous chasser. Ok, qui est contre? Qui s'abstient? C'est pas la bonne table. Monsieur Barbier. Ils sont deux, nous deux. Convention de mandat pour la mise en place d'une billetterie électronique de vente en ligne pour Onyx. Vous savez que vous avez reçu la brochure, la plaquette vous avez la plaquette d'Onyx. On peut mettre dans la transmission, on va mettre en place une billetterie électronique avec la société de justice. Donc, la convention qui a été réalisée avec la trésorerie déjà pour être sûr que ça passera. Donc, on faudrait savoir d'appuyer la mise en place de la billetterie électronique à la vente et autoriser M. le maire à signer la convention de vente. C'est qu'on n'était pas en retard pour ça. Mais il faut savoir que notre receveur, alors qu'il existe d'ailleurs, considérait que le document aujourd'hui de billetterie électronique ne répondait pas, juridiquement, ne fait pas la route. Et le décret est passé au mois de décembre. Je rencontrais le receveur à ce moment-là, et je lui posais la question, il me dit, mais justement, le décret vient de passer, et là, on peut le faire. Et par contre, tous ceux qui ont le tempo, tous ceux qui ont les billetteries aujourd'hui de ce type-là, vont devoir modifier leur statut pour les adopter aux nouvelles règles juridiques. Donc là, je ne sais pas si vous avez compris. Attribution pour le tour du marché pour la restauration, le service de restauration collective de la ville. Ça fait l'objet d'appel d'offres. Le marché reste à la société scolaire. Alors par contre, ce qui a été changé, c'est on parle de centralement dans le pavillon par mois. On reste avec la base plus un repas par mois. L'alimentation avec achat dans la région maximum. Et de servir au maximum les produits maraîchers tout à fait là. Le maraîchage, même sur les as,
Oui, simplement, pour un repas de plus, c'est bien, mais ça fait déjà maintenant, si je ne dis pas de bêtises, quelques années que c'est prévu, un repas plus en moins. En ce qui concerne les producteurs locaux, vous avez importé? Oui, les producteurs locaux sont favorisés dans un secteur de 150 km. À l'heure actuelle, ils se servent des ans, c'est déjà pour tout ce qui est de saison. Pain et tout. Le pain. Le pain. Les légumes, c'est ce prix ou la filière? La filière. Tant qu'il y en a. Tant qu'il y en a, c'est bien les produits de saison. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut mettre quelques tomates à l'hiver, on n'aura pas la filière. Non, mais les tomates en hiver, c'est pas l'objectif. C'est d'avoir des produits locaux, mais c'est une saison, parce que effectivement, les tomates elles viennent d'Espagne, elles sont bourrées de bon, enfin, moi, ce que je voulais dire, c'est que peut-être montrer un peu l'attention sur ça et passer peut-être un repas par semaine, ça ne paraîtrait pas complètement différent. Vous savez, si c'est. Après, effectivement, l'approvisionnement local, c'est bien. Bon, après, il faut peut-être voir à la DGA, moi, je n'en sais rien, mais bon, est-ce qu'il fait vraiment de la culture raisonnée ou pas? Est-ce que je sais pas? Bon, je pense que je vais l'enseigner. Mais bon, en tout cas, je pense qu'il faudrait passer peut-être un repas par semaine. Il faut savoir que le bio aussi qui vient de Chine, qui arrive de Chine, ou d'Égypte, etc., ça c'est que vous avez vu les émissions, c'est pas brillant, hein, mais c'est bio tout ça, ça arrive un peu ici. Attendez, moi le bio, quand on dit bio, c'est on parle effectivement des produits bio et des saisons de saison, on parle pas de chinois, etc. En plus, on parle pas ce qui peut venir de chinois, souvent, ce sont des produits concentrés. Oui, mais l'objectif, c'est pas d'acheter du bio en Chine, non, mais si on achète de saison, il y a très peu, si on achète vraiment de saison constituée, il y a très peu de produits qui viennent d'être constitués. Par contre, si vous achetez un peu n'importe quoi à toutes les saisons, parce que les tomates, encore, bon, les tomates, on se comprend, mais on les confond souvent, on achète des concombres en mi-saison, etc. Ils viennent du sud de l'Espagne, ils sortent pas. Voilà. Donc, avoir que des produits de saison, c'est assez contraignant, hein, ça veut dire qu'il n'y en a pas tant que ça. Monsieur Fraisse, sur le plan théorique, le bio, si jamais c'était du bio bien contrôlé, qui se fasse en Égypte, du bio bien contrôlé qui se fasse en Égypte, à ce moment-là, l'Égypte a un autre climat que nous, et ça nous permettrait aussi d'avoir une variété de choses qu'on n'a pas en France forcément, et dans nous ça serait bio, pourquoi ne pas les manger? Parce qu'effectivement, le bio, c'est pas. L'idée, c'est de faire du local, c'est de revenir un peu sur l'environnement, c'est bien, c'est ça. Parce que si vous achetez du bio en Égypte ou en Chine, il y a des coûts de transport, il y a la production, il y a tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir un peu à ce qu'on faisait avant. Le bio, c'est sans pesticides, sans. Non, tout à fait. Non, mais le bio, oui, mais l'idée, c'est moi, je parle à la responsable des campagnes. Je pense à la responsable des campagnes, je pense que c'est bien, il faut avoir des critères bio, locaux, le plus possible. Vous voyez, voilà, et de saison, forcément. Et si on fait vraiment de local, ça sera absolument, parce que localement, il n'y a pas de. Alors, monsieur Fraisse, dans 2 ans à peu près, nous aurons du produit de circuit court à la minute, dans les 10 000 carrés que va rétrocéder ce centre commercial pour ah non, mais ce sera les producteurs locaux qui viendront de là. Et quand la chambre de culture, on en a parlé, eux sont très favorables parce qu'ils disent ça va être pour nous, ils ont déjà monté sur Toulouse, c'est tous les hôteliers, tous les restaurants, tout ça, qui sont même des entreprises qui sont preneuses de ces produits-là. Ils disent, là, ils sont sûrs d'être gagnants. Alors, puisque vous dites ça, on est la perche, donc effectivement, puisque dans 2 ans, il y aura ça sera Nirvana au Nil. Voilà, je ne sais pas. Non, Nirvana, théoriquement parlant, je parle. À ce moment-là, tous ces produits, je parlerai toujours à la responsable des cantines. Donc, ces producteurs qui seront là dans 2 ans, ok, j'espère aussi, comme vous,
en fait, c'est pas vous l'espérez. On peut s'adresser à eux aussi aujourd'hui, au niveau des campings, etc. Voilà. Ils vont pas, ça va pas être une création avec des niveaux de ça, ils vont pas pousser. Donc, ce qui existe, ces producteurs-là aujourd'hui. Donc, bon, voilà. On parle vraiment de nos enfants, comment, là, c'est important. Voilà, mais on verra, c'est pas une réponse. Et ce que je dois ajouter, c'est que les enfants Demain, on va gratis, c'est pas une réponse non plus. Hein, ce que je dois ajouter, c'est que les enfants de province mangent, par exemple, en hiver, très régulièrement des légumes de la Méguerre, par exemple. Que ce soit du potinard, des soupes, à partir du poireau, et des soupes que les enfants apprécient, parce qu'elles sont faites localement, elles ne sont pas achetées dans une boîte. Alors, juste, je vais peut-être reformuler, c'est pas du tout polémique hein, la façon dont on présente les choses, c'est simplement qu'effectivement, et j'ai un retour d'expérience que je peux vous faire partager, que vous connaissez peut-être que je vous l'ai déjà dit, c'était en 2009. La mairie de Toulouse a introduit dans son marché de restauration collective une conditionnalité de bio assez importante. Hein. Je crois que c'était un repas bio par semaine systématique. L'opérateur qui était attributaire du marché jusque-là, je ne le citerai pas, avait dit à l'élu responsable, écoutez, non, c'est pas possible, ce que vous demandez, c'est beaucoup trop. Et donc, il n'avait pas pu faire de réponse à l'appel d'offres dans les conditions qui avaient été dictées. Et en revanche, il y avait eu des réponses qui avaient été conformes au cahier des charges, et donc le marché lui avait échappé. Et 2 ans plus tard, quand le marché a été renouvelé, l'opérateur en question est revenu avec un marché sur lequel il avait mis en place les moyens pour faire un repas bio par semaine. Et en plus, maintenant, c'est beaucoup plus qu'un repas bio par semaine, puisqu'on a la possibilité d'avoir systématiquement tous les jours au moins du bio disponible. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller jusque-là. C'est simplement le retour d'expérience pour montrer que avec une attitude volontariste, nous, la puissance publique, on a les moyens d'aider les producteurs locaux à convertir vers, pas forcément le bio, mais au moins de l'agriculture raisonnée. Les aider en leur apportant des marchés. Alors c'est vrai qu'au début, ça peut être un petit peu plus onéreux pour la communauté, mais là c'est vraiment de l'argent qui est bien investi parce qu'on retrouve enfin des producteurs qui sont capables de produire, qui ont des marchés, des débouchés qui vont assurer leur avenir et qui ne vont pas les laisser dans l'incertitude. Parce que ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit que ce qu'on appelle le bio aujourd'hui, souvent c'est du bio qui vient de Belgique, c'est du bio qui vient d'Afrique du Sud, c'est du bio qui vient d'Égypte, et effectivement ça n'est plus de l'agriculture comme on le souhaiterait, c'est la bonne agriculture locale, raisonnée, raisonnée. Voilà. Nous passons au vote qui est contre, qui s'abstient.